Il est 21h45 à Paris, 20h45 à Lomé. Soyez les bienvenus dans le journal de l'Afrique sur France 24. À la une, cette activité militaire inhabituelle au Zimbabwe. Des chars ont été vus aux abords de Harare, la capitale. Un constat au lendemain d'une sévère mise en garde du chef d'état-major de l'armée au président Robert Mugabe. Il menace d'intervenir si la purge se poursuit au sein du parti présidentiel. Nous serons en direct avec notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. Une délégation ghanéenne à Lomé au Togo, elle est conduite par le ministre de la Sécurité à quelques jours d'un nouveau round de manifestations à l'appel de l'opposition. L'objectif est de tenter de concilier les positions du gouvernement et de l'opposition pour l'ouverture d'un dialogue. Nous reviendrons largement sur cette crise au Togo avec notre invité, le ministre de la Communication, Guy Lorenzo. Et on va également parler dans ce journal de cette initiative de femmes en Guinée-Conakry. Une cinquantaine d'entre elles, anciennes employées d'une usine de concentré de tomates, ont décidé de se rendre utiles. Réunies au sein d'une coopérative, elles forment d'autres femmes à ce savoir traditionnel. On commence donc par le Zimbabwe, où des chars ont été vus aux abords de Harare, la capitale. Une activité militaire inhabituelle au lendemain d'une sévère mise en garde du chef d'état-major de l'armée au parti du président Robert Mugabe. Ce dernier a menacé d'intervenir si la purge se poursuit au sein du parti présidentiel. Pour rappel, la semaine dernière, le chef de l'État avait démis de ses fonctions son vice-président. On retrouve tout de suite comme promis notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. Caroline, qu'est-ce qui se passe exactement? Quelles sont vos informations? Écoutez, la situation est calme ce soir à Harare, et dans l'après-midi c'était aussi relativement calme. La vie était presque normale. C'est vrai qu'il y a eu des témoins qui ont vu des chars à l'extérieur de la ville et qu'ils pensaient qu'ils se dirigeaient vers la ville. Cela dit, on n'a aucune confirmation du nombre exact de ces chars et surtout de qui était derrière ces chars. Il semble que ça ne soit pas un coup d'État. En tout cas, si c'était un coup d'État, aujourd'hui, la présidence, la radio, la télévision seraient prises. On est plus vers une démonstration de force et peut-être une rivalité entre factions militaires. Comme vous l'avez bien expliqué, l'un des chefs de l'armée, hier, s'opposait au président Mugabe et déclarait que si les purges continuaient au sein du parti au pouvoir, eh bien l'armée interviendrait. Je crois que c'est très symptomatique en ce moment des tensions qu'il y a au Zimbabwe, des tensions qu'il y a dans l'armée, des tensions qu'il y a au sein même du parti au pouvoir. Robert Mugabe, qui est au pouvoir depuis 37 ans, entend bien se présenter aux élections présidentielles. L'année prochaine, il aurait 99 ans s'il était élu, et ça crée au Zimbabwe de très très fortes tensions. Donc beaucoup de panique ce soir. Peut-être on se dirige vers un coup d'État militaire, mais en tout cas, il n'est pas effectif ce soir. Merci beaucoup Caroline Dumais pour toutes ces explications. On prend tout de suite la direction du Togo, où une délégation ghanéenne était à Lomé ce mardi, conduite par le ministre de la Sécurité. Elle est sur place pour tenter d'établir un dialogue entre l'opposition et le gouvernement. Après avoir rencontré le président Faure Gnassingbé dans la matinée, elle a échangé avec une délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise, conduite par Jean-Pierre Fabre. Écoutez sa déclaration, on y reviendra juste après avec notre invité Guy Lorenzo, ministre de la Communication. On a discuté sur la situation politique au Togo et principalement, on a essayé c'est les préliminaires d'une discussion, d'un dialogue. Et nous avons essayé de voir ce que peut être le cadre de ce dialogue. Et nous avons fait des propositions. Le ministre ou la délégation ghanéenne va les présenter au pouvoir en place, puis on verra la suite. Et comme promis, Guy Lorenzo, ministre de la Communication togolais, est avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Bonsoir. Votre réaction à cette déclaration? Mais c'est de bon augure, puisque le dialogue auquel le gouvernement a appelé, aujourd'hui, je pense qu'avec le peu que j'ai entendu, il parle tout de même de préliminaires pour établir un dialogue. Ils ne sont pas opposés déjà au dialogue, c'est déjà une bonne chose. Donc je pense que le bon sens va l'emporter. Le sens de responsabilité également est que très vite,
on va pouvoir aller, tous les Togolais, frères et sœurs, vont pouvoir se mettre autour de la table pour pouvoir dialoguer. Alors, hier a eu lieu le 4e forum de Dakar sur la sécurité et le président Faure Gnassingbé était attendu en tant que président en exercice de la CEDEAO. Il n'était pas là. Pourquoi cette absence? Est-ce que c'est lié avec la situation interne au Togo? Je pense que son agenda ne lui a pas permis, sinon il serait allé. Les problèmes de sécurité et de paix lui tiennent particulièrement à cœur et c'est son cheval de bataille. Donc, ne craint-il pas de quitter le pays dans une telle situation? En général, quand on quitte un pays dans une situation où il y a des tensions, on n'y revient pas toujours. Donc, n'est-ce pas aussi une peur à ce niveau-là? Je ne pense pas que le président Faure Gnassingbé ait peur de cela. La dernière fois, il avait fait un voyage dans le cadre de la CEDEAO. Sur les réseaux sociaux, on a dit qu'il avait fui. Donc, bon. Non, je pense que c'est son agenda et puis il fallait préparer la venue également de la délégation ghanéenne. Donc, ce qui est vraiment très important à l'étape où nous sommes. Alors on a parlé donc de cette absence à Dakar, mais on parle également beaucoup du silence du président. Il ne s'est jamais exprimé officiellement depuis le début de ces manifestations qui durent depuis 3 mois, près de 3 mois maintenant. Il s'est exprimé qu'en marge de déplacement. Pourquoi ce silence aujourd'hui? Comment l'expliquez-vous? Bon, je pense que d'abord mon président ne parle pas beaucoup et il préfère les actes à la parole, mais je pense que bientôt il va s'exprimer. La situation ne mérite-t-elle pas aujourd'hui une allocution, un discours? 3 mois de manifestation, il y a eu des morts également en marge de ces manifestations, des violences ont émaillé ces manifestations, 16 morts selon un bilan de l'AFP. La situation est suffisamment grave? 14, pas 16. J'ai cité le bilan de l'AFP. Oui, 14. Le président, sur ces décès, a présenté ses condoléances aux familles, ainsi qu'à toutes les familles, que ce soit les militaires qui ont été lynchés, décapités. Il a également accusé l'opposition d'être responsable c'était vendredi dernier lors d'un déplacement, d'être oui, tout à fait. De porter la responsabilité de ces oui, ces parce violences. Que généralement, quand il y a des drames de ce type et qu'il n'y a que tout le monde ne se lève pas, tous les leaders ne se lèvent pas pour condamner ces actes, on peut se poser un certain nombre de questions. Et c'est relativement choquant. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Alors, on parlait du dialogue. Le gouvernement, il y a une question qui est quand même prédominante dans cette crise. Le gouvernement a promis d'organiser un référendum pour faire adopter une réforme constitutionnelle prévoyant la limite des mandats présidentiels. Là où le bas blesse, c'est que la mesure ne serait pas rétroactive. Pourquoi? Ce qui permettrait au président Faure Gnassingbé de se représenter, de briguer un mandat à la prochaine échéance électorale en 2020. Pourquoi n'est-ce pas rétroactif? C'est une des conditions posées par l'opposition. Vous savez, la loi n'a jamais été... aucune loi n'est rétroactive, et encore moins les lois constitutionnelles. Et donc, tous les juristes, tous ceux qui font cette demande, ils savent pertinemment pourquoi ils le font. Que demander quelque chose qu'on ne peut pas vous accorder. La loi vaut pour l'avenir. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ça n'aiderait pas à établir un dialogue? Il y a une carence de confiance avec l'opposition, il y a une vraie crise de confiance parce que ce sont des promesses qui avaient été faites il y a très longtemps, dans les années 90, qui n'ont pas été tenues. Et aujourd'hui, ça fait partie des préalables de l'opposition pour établir justement ce dialogue. Mais alors, justement, vous avez dit quelque chose dans la Constitution de 92, le dialogue, enfin, cette revendication il y avait une limitation de mandat. Et c'est en 2002 que cette limitation a été levée. Aujourd'hui, c'est le président, après la CVJR, après l'APG, où c'était l'une des revendications. En 2014, je rappelle que c'est le président Faure Gnassingbé qui a introduit
qui a fait introduire par le gouvernement une loi au Parlement pour la limitation. Aujourd'hui, est-ce qu'il compte se briguer un autre mandat, le président Gnassingbé? Très vite, je vous invite à Lomé, vous lui poserez la question. Et actuellement, il y a un mandat qui est en cours. Il faut que ce mandat aille au bout. Je ne saurais vous dire aujourd'hui s'il a envie de briguer un deuxième mandat ou s'il n'a pas envie de le faire. Mais toujours est-il que le mandat qui est en cours, il doit aller jusqu'au bout. On ne change pas de monture en pleine course. Il a été démocratiquement élu. Son élection n'a fait l'objet d'aucune contestation. La communauté internationale a même trouvé cette élection bien organisée, transparente, crédible. Eh bien, allons jusqu'au bout. Maintenant, pour les réformes constitutionnelles, je voudrais simplement rappeler que tous les partis politiques s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait une réflexion sur les réformes. Et c'était ce processus qui était en cours avant que les manifestations ne commencent. Merci beaucoup, Monsieur Guy Lorenzo, ministre de la Communication togolais, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Et j'ajoute que demain, sur ce plateau, nous avons invité un des leaders de l'opposition pour répondre également à nos questions sur cette crise au Togo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est achevé après 2 jours de débats informels. Terrorisme, cybercriminalité et migration. Tous les thèmes d'actualité ont été discutés au sein d'ateliers d'experts. Hier, à l'ouverture, les chefs d'État présents ont appelé à ce que le continent prenne en charge sa propre sécurité. Quelques annonces ont également été faites lors de cette rencontre. Écoutez à ce sujet le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. La grande révélation, c'est cette école qui va être créée pour lutter contre la cybercriminalité. Je pense que c'est un exemple concret de solidarité, de coopération entre le Nord et le Sud, mais une coopération à l'échelle régionale. C'est une première réponse au niveau de la formation et du renseignement, et donc par conséquent une réponse qui participe de la globalité. Nous avons été entendus sur ce plan. Direction à la Guinée-Conakry, une 50aine de femmes anciennes employées d'une usine de concentré de tomates ont décidé de se rendre utiles. Réunies au sein d'une coopérative, elles mettent leur expérience à profit pour former d'autres femmes à ce savoir-faire traditionnel. Le récit de Clément Bonnereau avec les images de nos équipes sur place. Ces femmes viennent de tout le pays. Elles sont venues apprendre à fabriquer du concentré de tomates. Une technique transmise par d'anciennes employées d'une usine de transformation. Maintenant, là, on travaille suivant les instruments. Pas de machine d'abord, on les gratte. Après, on filtre les tomates. On met les jus dans les marmites. On cuit. Ça se cuit ici jusqu'à avoir la pâte. Le but de l'opération, baptisée Groupement féminin, former des dizaines de femmes et exploiter au mieux le potentiel agricole du pays. Chaque année, la Guinée produit 1500 tonnes de tomates. C'est beaucoup moins qu'en Espagne ou au Maroc, mais avec un prix moyen au kilo d'1,83 €, la Guinée est beaucoup plus compétitive que les autres pays producteurs. Nous avons des produits en Guinée ici, mais on n'a pas les moyens de transformation de ces produits. Donc l'idée est partie de là. À notre tour, nous aussi, puisque chaque femme peut faire quelque chose. Nous voyons les produits qui sont là, se gâtent ici, on n'a pas les moyens de conservation. Des centaines de femmes ont déjà suivi cette formation qui leur permet aujourd'hui d'être plus autonomes. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, la suite de Paris Direct.